Les élections de mi-mandat de 2022 s'annoncent comme les plus déterminantes dans la vie politique américaine depuis des décennies. Les démocrates et les républicains cherchent à mobiliser toutes leurs forces possibles dans le but d'obtenir le plus de sièges au Congrès, mais également au sein des législatures des États. Du côté de la Chambre des représentants, les démocrates espèrent pouvoir limiter leurs pertes au minimum possible. Chaque siège devient un champ de bataille. C'est ce qui s'est notamment passé à New York lors d'une élection spéciale le 23 août. Le candidat démocrate Pat Ryan s'est imposé face aux républicains dans le 19e district de l'État de New York, qui couvre la vallée de l'Hudson, alors que les républicains avaient fait de ce siège une cible pour mobiliser leurs électeurs en novembre. En 2020, Joe Biden avait emporté ce district avec une marge beaucoup plus serrée que Pat Ryan. Mais alors, qu'est-il arrivé pour que les démocrates se mobilisent davantage pour une élection de mi-mandat, qui plus est dans un État qui leur est largement acquis? La réponse pourrait tenir en un mot: avortement. Depuis que la Cour suprême a renversé l'arrêt Roe v. Wade, les électeurs américains mettent la protection du droit à l'avortement dans leurs priorités pour ces élections. Selon un sondage du Pew Research Center, l'avortement est un enjeu important pour 56% d'Américains lors de ces élections. Ils étaient seulement 43% à le penser en mars, alors que Roe v. Wade était encore en place. Et pour les démocrates, ce chiffre monte à 71%, ce que n'a pas manqué de noter Pat Ryan à l'issue de sa victoire. Ma course est la première élection compétitive au Congrès dans un monde post-Roe. Et c'est un référendum national sur la question de savoir si les femmes ont le droit de contrôler leur propre corps, a-t-il déclaré au Huffington Post. Dans les autres États, les électeurs se mobilisent également sur ce sujet. Dans le Wisconsin, les femmes étaient en effet 15,6% plus nombreuses que les hommes à s'inscrire sur les listes électorales. Ce chiffre atteint 13% en Louisiane et 12% en Pennsylvanie. Au Kansas, à la suite du référendum historique pour protéger l'avortement, les femmes représentaient même jusqu'à 70% des nouveaux inscrits sur les listes électorales. Ces États ont la particularité d'être fortement républicains ou bien en ballottage, ce qui pourrait mettre en danger le droit des femmes à disposer de leur corps. Les démocrates sont également mobilisés en Floride de manière stratégique pour les midterms. Outre le fait que ce soit l'état de résidence de Donald Trump, il s'agit également de celui du gouverneur républicain Ron DeSantis, qui fait figure de favori de son camp pour l'élection présidentielle de 2024. DeSantis est candidat à sa réélection au poste de gouverneur et trouvera sur sa route un adversaire de taille en la personne de Charlie Crist. Ancien gouverneur républicain de l'État, Crist a décidé de passer chez les démocrates et d'affronter son successeur pour reprendre ce siège. Outre le fait qu'il dispose d'une stature politique nationale, DeSantis est particulièrement visé par les démocrates en raison des mesures jugées ultra-conservatrices qu'il a mises en place dans son État au cours de son mandat. Il a notamment été critiqué pour sa gestion de la pandémie du Covid-19, mais également pour avoir fait voter l'interdiction de l'avortement après 15 semaines et pour avoir mis en place la loi Don't Say Gay, qui interdit de parler de questions de sexualité à l'école. Cette mesure a mis DeSantis en conflit ouvert avec la Walt Disney Company, qui s'est fortement opposée à l'application de cette loi, et dont le parc Disney World est le plus important employeur de l'État. Toutefois, son bilan ne semble pas affecter DeSantis au niveau électoral. Dans les derniers sondages de Newsweek et Morning Consult, il dispose de 8 points d'avance sur Charlie Crist. De plus, les candidats républicains au poste de représentant sont donnés favoris en raison du redécoupage électoral jugé plus favorable au GOP que la carte précédente. En effet, l'ancien découpage donne un avantage de 16 représentants à 11 pour les républicains. Avec le nouveau, cet avantage s'accentue pour passer à 20 républicains contre seulement 8 démocrates. C'est une mesure qui était attendue de pied ferme pour les diplômés d'université. Mercredi 24 août, Joe Biden a dévoilé un plan de réduction des dettes étudiantes au niveau fédéral. Il a annoncé que les Américains ayant contracté un prêt étudiant verraient leur dette réduite de 20 000 $ s'ils sont boursiers Pell et de 10 000 $ pour les non-boursiers. Cette mesure s'appliquerait uniquement pour celles et ceux gagnant moins de 125 000 $ par an. Il a également ajouté que la pause dans le remboursement mise en place au début de la pandémie serait étendue une dernière fois jusqu'au 31 décembre 2022. Cette décision n'a pas manqué de faire réagir de nombreuses personnalités économiques et politiques, certaines critiquant le fait qu'elle ne bénéficierait principalement qu'aux étudiants et diplômés les plus aisés qui avaient pu se permettre d'effectuer les emprunts étudiants. Les Américains ne sont en effet pas tous logés à la même enseigne. Selon des analyses des économistes de la Réserve fédérale relayées par le Washington Post, un Américain sur 5 possède une dette étudiante. 53% d'entre eux doivent moins de 20 000 $ de dette étudiante et seulement 7% ont fait des emprunts de plus de 100 000 $. Ce sont pourtant ceux avec les dettes les plus faibles qui ont le plus de difficultés à rembourser leurs emprunts, car ils n'ont généralement pas de diplôme complet.
Elizabeth Warren, l'une des démocrates les plus engagées sur la question de la dette étudiante, s'est réjouie de cette décision, affirmant dans une interview sur CNN que 20 millions d'Américains n'auront plus jamais besoin de faire un emprunt étudiant et que 23 millions d'Américains en plus seront soulagés d'une partie importante de leurs prêts. L'immunologue Anthony Fauci a déclaré qu'il prendrait congé de son poste de conseiller santé de la Maison-Blanche et de la direction de l'Institut national des maladies infectieuses au mois de décembre. À 81 ans, il avait déjà souhaité se retirer de ses postes à la fin de l'année 2020, mais Joe Biden lui avait demandé de rester pour faire face au Covid-19. Le Dr Fauci est une sommité renommée dans son domaine. Il a passé 38 ans à la tête de l'Institut, et il était également conseiller santé de la présidence depuis 1984, ayant donc servi sous 7 présidents depuis Ronald Reagan. Durant ces presque 4 décennies, Fauci a dû affronter des crises de santé majeures comme l'épidémie de sida, Ebola ou encore Zika. Plus récemment, il était le visage de la lutte contre le Covid-19 et est également devenu la bête noire des ultra-conservateurs et des anti-vax. Do you really think it's appropriate to use your $420,000 salary to attack scientists that disagree with you? I think in usual fashion, Senator, you are distorting everything about me. Your desire to take down those who disagree with you didn't stop with Harvard, Oxford, and Stanford. You conspired with Peter Daszak, who you communicated with privately, and other members of the scientific community that wrote opinion pieces for Nature. I brought together a group of people to look at every possibility with an open mind. So not only are you distorting it, you are completely turning it around. Il a déclaré que son retrait n'était cependant pas synonyme de retraite, insistant sur le fait qu'il souhaitait continuer à, je cite, « inspirer et guider les prochaines générations de scientifiques à aider le monde à faire face aux futures menaces sanitaires ».